Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 16 de la saison 2. Un sport qu'on n'a pas encore parlé dans cette saison 2, c'est le basketball. Pour ce faire, mon collaborateur est un revenant. Après avoir tenu sa chronique les mardis dans la saison d'été, il est de retour pour la première fois depuis justement pour cette saison 2. Jérémy Laniel est avec nous. Salut Jay, ça va? Ben oui, toi. Ouais, super. Écoute, d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les cégepiens qui sont en fin de session. Mon message pour vous est lâchez pas, puis arrêtez d'écouter le podcast là, si vous avez des études à faire. Donc, c'est plus important. Bon, si vous êtes toujours là, je vais vous présenter mon invité. Notre invité ce soir est Kevin Vallée. Kevin est fondateur du site Alley-Hoop Québec, un site qui est la référence là, basket au Québec. Il a eu une émission le samedi après-midi au 91.9 Sport de Montréal. Kevin anime aussi l'émission Le Club École, toujours 91.9 Sport. C'est un diplômé en journalisme. Il est chroniqueur de la plus grande radio du Québec au sport de Montréal et il n'a que 19 ans. Kevin Vallée, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ouais, merci beaucoup. Puis, merci à vous de m'accueillir. Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super. On va commencer par parler un peu là, de ton cheminement professionnel. D'abord, d'où est venue ta passion pour le basket? Parce qu'on sait que le basket, c'est pas nécessairement le sport le plus populaire au Québec. Le basket, comment le basket, dans le fond, a fait partie de ta vie? Est-ce que tu as joué en étant jeune? Écoute, moi, c'est vraiment particulier parce que c'est venu vraiment tard, mon amour du basket. Je te dirais que j'ai été un gars de hockey toute ma vie. Oui, j'ai OK. joué au primaire. Au primaire, je jouais quelques années, 3 ans, avec les félins de Richard Roy de l'école François Perrault. Rien de très sérieux. Ouais. Malgré tout, l'équipe était une dynastie, je dois le mentionner. Bref, j'ai tout le temps été un gars de hockey. C'est vraiment ça qui m'a intéressé du plus loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours voulu être un gars qui couvre le Canadien de Montréal, travailler à RDS et tout ça. Et puis, c'est à 16 ans vraiment que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au basket. Évidemment, je connaissais le sport, je connaissais un peu, je le suivais du coin de l'œil. Mais quand je suis rentré au collège de la Cité, j'ai rencontré un ami, Liam Hood, qui lui vraiment est un gros passionné de basket. Puis on a commencé à en discuter. Puis ça a vraiment été un déclic pour moi. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. J'ai vraiment, comme à tous les jours, je revenais chez nous, puis j'allais sur YouTube, je regardais des vidéos, je regardais des highlights, des films breakdown, tout ça. Comme tout d'un coup, je suis devenu passionné par le basket, passionné par la NBA. Donc, puis depuis ce temps-là, ben, c'est ça vraiment ma vie. Tu sais, j'ai pas non plus délaissé le hockey, Ouais. mais la culture du basket, puis le style de jeu, le rythme de jeu, c'est vraiment ça qui m'interpelle. Je trouve que c'est vraiment un très beau sport qui gagne à être connu, puis qu'au Québec, on n'a pas assez nécessairement de visibilité pour lui. Good. Jérémy, à toi? Et ensuite, quel a été ton parcours, par exemple, scolaire et professionnel qui t'a mené où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un des meilleurs chroniqueurs de basket? Ah mon Dieu, mais c'est bien gentil. Écoute, moi j'ai commencé, encore là, ça vient de loin. Moi j'ai commencé dans le monde du blog à 12 ans à peu près. À 12 OK. ans, Ouais. j'avais un site de hockey qui s'appelait fanadien.com qui aujourd'hui est géré par Marqueur puis Abdel LNH, tout ça. Donc moi j'ai eu ça de 12 à 15 ans. La page avait 70 000 likes sur Facebook. Je gérais ça. J'avais comme une équipe de chroniqueurs. Puis c'était vraiment mon but, c'était de me faire un petit peu de l'expérience puis d'écrire. Mhm. Ensuite, il est arrivé des petits problèmes internes. Je me suis comme fait voler la page. J'ai réussi à la revoir, mais après ça, ma motivation n'était plus là. Donc, j'ai vendu le site. Puis j'ai commencé à travailler dans les coulisses. Donc là, ça fait 4 ans, Ouais. que je suis dans les coulisses. J'ai commencé à 15, en fait, entre 15 et 16. Fait que ça a été mon parcours un peu plus sur le monde du blog. Après ça, je suis allé au Collège de la Cité à Ottawa faire 2 ans en journalisme. Donc, OK. c'est un programme, dans le fond, tu as l'option de faire 2 ans au collège et 2 ans d'université pour avoir ton bac. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait le 2 ans seulement au collège parce que c'est vraiment théorique. C'est là que tu apprends tout. C'est là que tu fais des reportages, que tu fais des journées de radio. Tu t'apprends à écrire un peu mieux dans un contexte comme de journal. Donc, j'ai fait ça. Pendant ce temps-là, ben, j'ai lancé Alley-Hoop. J'ai travaillé, j'ai été au 94.5 Unique FM là-bas pour couvrir les 67 d'Ottawa. Donc, ça OK. a été ma première expérience sur le terrain. C'était vraiment cool. Tu sais, j'ai vécu la finale T'étais entre quoi? T'étais descripteur? T'étais analyste? non, Qu'est-ce que tu faisais au j'étais 67? journaliste. OK. Donc, vraiment, j'étais là sur la passerelle, puis j'allais dans le vestiaire après pour aller OK. chercher les cotes audio. Mais tu sais, c'était cool. J'ai vécu la finale Storm contre 67, donc avec Nick Suzuki. Ouais. J'ai eu la chance de l'interviewer après le match numéro
2, je pense. Mais non, ça, c'était cool. Puis sinon, ben ça, moi, j'ai fini le collège et puis je me suis dit, bon, moi, je vais miser sur moi-même. Je me disais que j'avais assez un beau CV pour aller directement dans les médias. Donc, j'ai fait mon stage au 91.9 cet été. Puis, tu sais, c'était en contexte de pandémie, fait que c'était comme une équipe spéciale de pandémie. On n'était vraiment pas beaucoup, donc j'ai réussi à faire ma place. Puis, ben là, cette année, ils m'ont offert 2 émissions de radio. Donc, il y a Alley-Hoop 360 qui est lié à alleyhoop360.com, Ouais. le site, et puis le club d'école que je fais avec FX Bénard. Good. Tu as dit tout ce que tu fais au 91.9, mais rappelons-le, tu as seulement 19 ans. Selon toi, qu'est-ce que le futur te réserve là? Est-ce que, par exemple, tu envisages d'aller à la télé ou d'autres projets? C'est dur à dire parce que c'est une réponse typique d'athlète que je vais te donner, là, mais moi, je vais ça au cours le cours. Ouais. Pour l'instant, je me concentre sur le site. J'aimerais ça faire ça de ma vie un jour. J'aimerais ça vraiment être dans le monde du basket puis pouvoir avoir un revenu avec ça puis faire en sorte que c'est ça qui paye mes loyers. Ça, j'aimerais vraiment ça. Puis je pense qu'à 19, je peux me le permettre. Je peux me permettre d'avoir une couple d'années à travailler là-dessus en n'ayant pas nécessairement. Mon loyer me coûte moins de 400$ par mois. Là, je suis correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis pour ce qui est des médias plus traditionnels, ben pour l'instant, je suis vraiment bien au 91.9. Puis je ne veux pas nécessairement évoquer la possibilité de partir parce qu'en même temps, c'est mes employeurs. Puis ils m'ont tellement donné une belle chance. C'est les premiers qui ont cru en moi. Puis ils m'ont donné un micro à 17-18 ans l'année passée pour la première fois. Là, j'ai 2 émissions à 19 ans. Il faut tellement que je sois reconnaissant envers eux. Oui, c'est moi qui ai travaillé pour me rendre là, mais en même temps, tu t'en vas pas nulle part si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide à gravir les échelons. Donc pour l'instant, oui. Mais sinon, c'est sûr que oui, la télé m'intéresse. Je pense notamment à la diffusion des matchs de la NBA. C'est quelque chose qui va assurément m'intéresser. Mais pour l'instant, je vais au jour le jour, puis je bâtis un peu mon image personnelle puis mon brand. All right, c'est bon. Parlons du basket au Québec, parce que je sais que tu suis beaucoup, tu es oui la NBA, mais également là, le basket aux États-Unis, mais aussi au Québec. Comment est-ce que tu décrirais l'évolution du sport au Québec depuis que tu le suis avec attention? Depuis que je le suis, je te dirais que c'est pas nécessairement le sport en tant que tel qui a changé, ni le programme qui a changé, mais c'est vraiment la perception que j'ai. Parce que OK. ben, tu vois pas vraiment, dans les médias traditionnels, tu le vois pas, c'est quoi le basket au Québec. Évidemment, tu as les médias qui vont parler de la NBA, ce qui est cool, mais pour ce qui est des Québécois en tant que tels, puis les gars qui jouent à Brookwood Elite, puis dans la NBL, qui est un circuit vraiment très sous-estimé, puis qui n'a aucune visibilité, bien, tous ces gars-là s'en vont dans la NCAA en Division 1. Il y en a qui s'en vont en Division 2. Bref, il y en a beaucoup de Québécois. Il y en a 29 en Division 1 aux États-Unis dans la Ouais, NCAA. c'est bon. Donc, c'est vraiment sous-estimé et puis personne n'en parle. Donc là, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à faire contact avec certains coachs puis certains joueurs, bien là, c'est là que tu réalises que, Seigneur, il y en a du monde puis il y en a du talent au Québec. Là, c'est vraiment très sous-estimé. Puis là, tu le vois avec Chris Boucher qui vient de signer un gros contrat, Lou Gansdor qui a été un partant à sa première année, Karim Mané qui vient d'être repêché justement plus tard aujourd'hui. Il y a conférence de presse avec les médias à Orlando, puis je vais pouvoir assister à ça. Donc, ça, c'est une autre belle opportunité qui vient avec tout ça. Mais bref, tous ces gars-là s'en vont en NBA, puis c'est pas la fin. Là, genre, il y en a plein en ce moment qui jouent collégial, que tu le sais, qui vont se rendre assez loin. Donc, c'est vraiment une question de donner de la visibilité. Puis je pense que nous autres, avec notre site, on est en train de faire ça. On est en train on couvre quand il y a quand il y a un gros match d'un de nos espoirs. On va aller, bientôt, il va y avoir une section sur le site qui est les statistiques de tous les Québécois de la NCAA. Donc, c'est toutes des petites choses qui vont aider. Puis les gens aiment ça. Depuis qu'on a commencé à couvrir un peu plus les Québécois puis Montréal, l'aspect local, nos chiffres, ils montent. Donc, les gens aiment ça. Donc, c'est parfait comme ça parce que c'est ça que ça prend. Si les médias traditionnels ne le font pas, ben, ça prend quelqu'un qui le fait. Puis nous autres, en tant que médias indépendants qui couvrent à 100% la NBA, donc on n'a rien à devoir à aucun autre sport, ben, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Oh, c'est bon. Selon toi, vraiment, si on regarde là, l'impact au Québec, par exemple, de l'absence ou l'interminable report des saisons de basketball dans les écoles secondaires, cégep, université au Québec, selon toi, quel sera l'impact peut-être à court terme, à moyen terme et à long terme de justement de l'absence de saison? Là? Ben, moi,
Je pense que vraiment les jeunes sont ceux qui payent le plus pour cette pandémie-là parce que, tu sais, mettons, on dit nous autres, je sais pas quel âge vous avez exactement, moi j'ai 19, tu sais, ma vie adulte est commencée dans un sens. Donc vraiment, je perds pas vraiment de développement en tant que tel parce que tu sais, je suis déjà ancré, je suis déjà dans le métier et tout. Parce que, mettons, où je veux en venir, c'est que un jeune de 14 ans ou 15 ans qui perd une année de développement, que ce soit dans sa vie, que ce soit à C'est gros, l'école, là. ou, ouais, ou que ce soit dans le sport, c'est énorme. C'est énorme et beaucoup plus énorme que quelqu'un de mon âge ou votre âge ou peu importe. C'est pas comparable. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau du développement qu'il va avoir des impacts. Faut dire par contre que les gars les plus talentueux, mettons, qui s'en vont dans la, dans la NBA, ne sont pas nécessairement dans le programme collégial. Sont plus, il y en a qui vont en Ontario, Ouais. il y en a qui vont en été à Brookwood Elite. Donc, c'est plus touché, mais tu ne veux pas non plus dire que la vie de ces jeunes-là qui s'en vont pas extrêmement loin puis qui n'aspirent pas à la NBA est moins valable. C'est aussi valable que ce soit social ou juste pour la santé mentale. Tu sais, je pense on est tous pris en confinement, en confinement en ce moment, puis il y a beaucoup de gens que ça aide pas. Là. Moi, je veux dire, on va pas se mentir, c'est cool, on est chez nous, on travaille sur nos affaires, mais des fois, être dans le même endroit, un endroit qui est aussi qui est ton travail, mais aussi ton endroit pour relaxer, c'est rough. Mais c'est ça pour tout le monde, c'est ça pour ces jeunes-là, puis c'est sûr que le sport en tant que tel, ben, ça aide la santé mentale, puis c'est ça Oui. que je trouve le plus plate là-dedans, parce que à mon avis, il y aurait des façons de faire en sorte que ce soit moins pire à ce niveau-là. Good. Parfait. Ensuite, on a déjà parlé, mais Lou Dor et Chris Boucher sont les Québécois dans la NBA. Penses-tu que le nombre de Québécois dans la NBA va augmenter dans les années prochaines? Oui, absolument, absolument. Ça vient juste de commencer, sincèrement. Puis j'avais posé la question à Chris Boucher il y a 2 semaines, puis il m'avait dit, tu sais, il y a pas, c'est pas qu'il y a plus de talent au Québec en ce moment, c'est qu'ils ont plus d'opportunités. Parce que Ouais. il y a des gars dans le temps de Chris Boucher qui auraient pu faire la NBA, c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion que Chris a eu d'aller à Oregon, puis d'être un joueur étoile, ensuite ben, en fait, il n'a pas été repêché, mais d'aller jouer avec l'équipe école des Warriors de Golden State. Lui, il a eu les opportunités, mais il y en a un autre notamment, puis je ne me souviens plus de son prénom, mais c'est quelque chose d'Ésilien. Lui, apparemment, à Alma, quand il jouait, il était aussi bon que Chris, voire meilleur. Donc, c'est une question d'opportunité. Puis aujourd'hui, il y en a. Il y a des scouts de la NBA qui viennent à Montréal à toutes les années pour voir les jeunes, des scouts de la NCAA qui surveillent les jeunes de chez nous. Donc là, il y a plus d'opportunités. Puis, il y a un petit peu moins un préjugé aussi au niveau du Canada. Puis, tu regardes ça comme ça, puis moi, on parle, mettons, en ce moment, il y a 4 Montréalais dans la NBA. On a Lou Gantz, on a Karim, on a Kem Birch à Orlando, puis Chris Boucher à Toronto. Mais moi, je pense que l'année prochaine, il va déjà en avoir un autre. Je ne sais pas encore lequel. Bénédicte Mathurin est vraiment en voie d'être un gars qui est repêché en 2021. Il joue à Arizona, il est très bon en ce moment. Il mène son équipe pour les points par Ah, 40. Donc, lui c'est vraiment à surveiller. C'est un jeune de chez nous qui est allé jouer au Mexique, en fait, pendant la saison régulière dans les dernières années. Il s'est fait une place à Arizona. Et puis, jusqu'à maintenant, tu sais, je regarde ses matchs, puis il est très, très, très bon, sincèrement. Il n'y a pas de difficulté à s'imposer. C'est tout un athlète. Donc, lui, ça pourrait être le prochain, mais il y en a plein. Tu sais, en ce moment, il y a un sophomore qui s'appelle Quincy Guerrier qui a toute une saison à Syracuse. Puis Syracuse, c'est une grosse équipe d'NCAA pour le basket. Et c'est lui le leader de cette équipe-là. Donc, ça te donne une idée à quel point c'est un bon joueur. Il va pouvoir éventuellement peut-être déclarer pour le repêchage. Un autre nom que je vais te nommer, c'est Nathan Caillot. Lui, c'est un senior à Richmond. Richmond a battu Kentucky. Kentucky, qui est l'une des 4 grosses écoles de basket. Et puis encore là, c'est qui le leader de cette équipe-là? C'est Nathan Caillot. Donc, vous c'est voyez, bon. Oui. je vous dis ça, mais vous ne l'auriez pas su ailleurs. Puis ça, c'est humblement, là, parce Ouais. que je le vois vraiment dans les médias traditionnels. Il n'y a personne qui parle de ça. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve ça tellement important, parce que les 3 gars que je vous ai nommés, ils ont beaucoup de talent. Puis un autre le dernier que je vais citer, parce que c'est un gars que j'apprécie beaucoup, non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. C'est vraiment une bonne personne. C'est Keyshawn Barthélemy, qui lui joue au Colorado. C'est triste parce que lui, à date, il a joué un match. Il a été en contact avec un cas de COVID, donc il a dû faire une quarantaine de 14 jours. Mais son premier match, écoute, il avait l'air d'un vétéran. Là. Il était tellement bon. Puis moi, j'ai adoré ce que j'ai vu. Il prend les bonnes décisions. Puis je pense que
ce que j'ai appris vraiment cette saison en regardant la NCAA puis en surveillant les Québécois, c'est qu'il y a 2 caractéristiques que tous les Montréalais ont. La première, c'est qu'ils ont une éthique de travail incroyable. C'est des dogs. Quand tu es à Montréal, il faut que tu travailles plus qu'ailleurs. Puis ça, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Les joueurs, ils disent, nous autres, on est à Montréal, on veut prouver qu'on est meilleur que ceux d'Ontario. On veut prouver qu'on a notre place aux États-Unis. Donc, le underdog mentality du Québec est fou. Puis c'est ça qui fait en sorte que ces gars-là ont toute une éthique de travail. Puis ça apparaît dans la façon qu'ils jouent. Puis la deuxième caractéristique que je vais nommer, c'est vraiment qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est des gars qui ne sont pas égoïstes sur le terrain, ils sont unselfish, ils prennent les bonnes décisions, ils ne forcent pas les tirs. Donc, c'est des joueurs très intelligents qui sortent de Montréal. Puis jusqu'à présent, ben, ça, c'est les 4 noms que je retiens, mais il y en a plein. Il y en a sincèrement plein qui vont s'en venir dans les prochaines années. Écoute, j'ai ajouté une affaire là, pour prouver ton point encore plus, de la non-couverture des médias traditionnels de ces joueurs-là. Les 4 joueurs que tu as nommés, j'ai vu leur nom une seule fois, puis c'était hier soir quand j'ai scrollé ton Twitter. Ouais, ben c'est ça. C'est humblement, là, mais moi, je veux pas nécessairement entrer dans la critique, mettons, des autres médias parce que je comprends la game. Je comprends que le basket n'a pas sa place autant que les autres. Puis on est dans un marché qui est dominé par le hockey, évidemment. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je pense que ça serait une bonne chose que les autres sports aient plus de visibilité. Puis c'est à ce moment-là que, mettons, Alley-Oop 360 entre dans le game. Puis Attitude Football, qui est le site de mon coloc, de football. Puis ça, c'est la même chose. C'est le même principe. Passion, mon autre coloc. C'est ça qui est bon. C'est vraiment qu'on va chercher un média qui est 100% sur un sport. Donc, si tu veux aller voir ce sport-là, pas besoin de scroller sur RDS pour trouver des nouvelles. Tout est là. Good. Parfait. Tu as parlé de Karim Mané déjà, lui qui a signé un contrat avec le Magic d'Orlando, mais il n'a pas été repêché. Ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il a joué au collégial dans la RSEQ avant de signer son contrat, donc il n'a jamais joué dans la NCAA, ce qui est le chemin emprunté le plus souvent par les jeunes espoirs. Quel message ça envoie et est-ce que la RSEQ est en train de devenir une meilleure option que la NCAA pour les joueurs québécois? Ça en dit sur nos entraîneurs d'ici, ça en dit sur le fait que tu as des recruteurs de la NBA qui sont allés à des matchs du Collège Vanier, ce qui est tout un exploit. Mais oui, c'est fou. Cependant, on doit dire que j'ai parlé à beaucoup de monde dans le domaine du basket au Québec, puis sans vouloir nommer de nom, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est correct que Karim a déclaré pour le repêchage, il va avoir sa chance avec le club école du Magic, mais peut-être qu'il aurait dû aller jouer une saison dans la NCAA pour se donner une meilleure chance. C'est quelque chose c'est difficile à évaluer parce que si tu regardes Karim, et là juste en partant, Karim, c'est tout un joueur, je sais que c'est une bonne personne. Donc là, vraiment, je tombe dans l'analyse objective, rien contre le gars. Mais si tu marques 15 points par match au Collège Vanier dans la RSEQ, il ne faut pas que tu t'attendes que tu t'en vas dans la G-League, qui est la 2e meilleure ligue en Amérique du Nord l'an prochain, et que tu aies un gros impact. C'est ça le problème. Le problème, c'est plus que de déclarer à cet âge-là, en étant un joueur qui a beaucoup, beaucoup besoin de développement, il a besoin de quelques années, tu ne te donnes peut-être pas la meilleure des chances. Encore là, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le gars ne voulait peut-être pas aller à l'école, peut-être qu'il sentait vraiment qu'il avait confiance en lui et que c'était cette année que ça se faisait pour lui. Mais tout ça pour dire que malgré le fait que ça donne une belle visibilité à la RSEQ puis au Collège Vanier, le système universitaire québécois, ben, ça fait en sorte que tu te poses quand même des questions sur la validité du choix. La NCAA va demeurer le choix numéro 1 jusqu'à très longtemps. Et puis, tu vas voir aussi bientôt, c'est la G-League, justement, qui va être une belle option parce que là, il y a une équipe qui a été formée dans la G-League qui est juste des espoirs du repêchage, qui affronte les autres clubs. Et puis là, notamment en 2021, il y a Jalen Green et puis Jonathan Kuminga qui sont dans mon top 5 personnellement, qui vont être dans la G-League cette année. Donc, non, c'est pas une meilleure option que la NCAA. C'est un beau message pour le Québec dans un sens que Karim Mané l'a fait. C'est tout un honneur, sincèrement. Ça en dit beaucoup. Le système de jeu, mettons, de la RSEQ ressemble à un prep school aux États-Unis, mais sans dire que c'est la meilleure option nécessairement. Ça a marché pour Karim, mais pour les autres, si tu veux vraiment te donner la meilleure chance d'aller dans NCAA, dans la NBA, NCAA, c'est le chemin à prendre. Good.
Mais parce que pour peut-être les auditeurs qui comprennent moins un peu le système de la NBA, qui sont plus qui suivent peut-être plus le hockey, dans le fond, si j'ai bien compris, Karim Mané s'est déclaré, dans le fond, le joueur se déclare admissible au repêchage. Ouais. Et après ça, ben, tu es repêché ou pas. Puis si tu n'es pas repêché, ben, tu essaies de signer un contrat. Ouais, Donc là, Mané n'a pas été repêché, il a signé un contrat. Mais ça, Kevin apporte le point que c'était un risque quand même de se déclarer repêchage sans avoir joué dans la ouais, NCAA. parce que tu te déclares éligible une seule fois. Ouais. Une fois que tu te déclares éligible dans la NBA, après ça, tu ne peux plus être repêché. Donc, c'est vraiment, tu t'envoies ta lettre à la NBA, tu décides, tu engages un agent. À partir de ce moment-là, c'est un point de non-retour. Donc, puis, on doit dire, dans la NBA, il y a seulement 60 joueurs qui sont repêchés chaque année. C'est un très, très petit Ben oui. échantillon. Wow. Mettons que tu as 75 joueurs qui finissent avec une équipe. Disons qu'il y en a 15 qui signent un contrat two-way ou un Exhibition 10. C'est pas beaucoup de joueurs si tu Vraiment regardes pas. et puis tous ceux qui vont signer. Donc, oui, c'est un risque. Puis, surtout dans la formule de la NBA, de déclarer du collège Vanier, mais il faut mettre plus d'emphase, par exemple, sur l'exploit que c'est que Karim soit repêché dans la NBA. Moi, j'en reviens pas. Il soit repêché. Là, c'est écrit Karim Mais Mané. si je me trompe pas, il n'a pas été repêché, il a Ah juste oui, signé un contrat. ouais. Mais bref, il a signé un contrat. Et, mettons, il est sur la liste des joueurs qui ont Oui. signé un contrat et que ce soit écrit Karim Mané, entre parenthèses, guard, Collège Vanier. Habituellement, Ouais. c'est écrit Duke, Kentucky, c'est écrit quelque chose comme ça, c'est écrit le nom de l'université, là, c'est Collège Vanier qui est écrit à côté de son nom quand on voit, mettons, sur les sites de statistiques d'où il vient. Ah, c'est fou. Parfait. Maintenant, passons à la NBA un peu plus. On vient d'avoir le repêchage de la NBA le 18 novembre dernier. Je parlais un peu. Tout le monde qui suit le basketball un petit peu doit connaître LaMelo Ball. Il est pas mal célèbre. C'est le frère de Lonzo Ball. Il s'est fait repêcher troisième par les Hornets de Charlotte. Qu'as-tu pensé du repêchage en général, des surprises, peu importe? Moi, j'ai quand même vraiment aimé suivre ce repêchage-là. Je te dirais que j'ai dédié des dizaines et des dizaines d'heures à épier le repêchage puis à faire ma liste puis mon draft board. Moi, mon préféré, c'était Danny Avdija. Il est sorti au 9e rang. C'était vraiment un favori personnel. Puis je mise beaucoup sur le fait que c'était une cuvée assez faible vers le sommet. Puis Avdija, c'est un gars qui jouait en Israël. Il était un peu plus méconnu que les autres. Mais, Il joue en Israël, wow. ouais, Je sais non, pas, mais c'est un autre qui arrive un peu de nulle part, là. Ben, dans ouais. le fond, il n'a pas joué NCAA avant. Il arrive direct de la Ligue junior d'Israël, puis il draft dans NBA, c'est quand même. Ben, dans le fond, il jouait la Ligue professionnelle en Israël. OK. Dans le fond, les joueurs européens, naturellement, ils arrivent d'une ligue Ouais, c'est professionnelle vrai. ou semi-professionnelle d'Europe. Lui, dans ce cas-là, ben, c'était en Israël. Il n'était pas nécessairement méconnu. Il était top 5 dans beaucoup de listes. Moi, je l'avais OK. numéro 1. C'est un gars qui a toute une éthique de travail. Puis son style de jeu est particulier aussi parce que c'est un ailier. Donc, c'est un gars qui fait 6 pieds 9, si je me souviens bien, mais il passe le ballon comme un guard. Donc, ça c'est vraiment ce que j'ai aimé de lui. Il est capable de naviguer le pick and roll vraiment. Quand tu as un écran entre deux joueurs, il est capable de naviguer comme un guard et d'aller tirer. C'est des qualités que j'ai beaucoup aimées, mais il y a besoin de beaucoup de développement. C'était mon préféré. Il est sorti au 9e rang. Deuxième fois cette année que mon coup de cœur du repêchage sort 9e parce que dans la Ligue nationale, j'avais Marco Rossi. Pas au numéro 1, mais en tout cas comme coup de cœur personnel à cause principalement de mon allégeance envers les 67, je dois l'avouer. Ouais. Mais tout ça pour dire, LaMelo Ball, pas mon préféré. Il y a beaucoup de talent, mais c'est un peu dur à dire. C'est vraiment ses décisions qui me frustrent un peu. Quand tu décides, quand il reste 20 secondes au cadran de tir et que tu décides de lancer presque du half-court, ben c'est pas une bonne décision et il n'a pas l'air de le comprendre. C'est un gars, il est un petit peu égoïste, même si c'est un bon passeur. Donc, j'ai eu un peu de difficulté à le scouter parce que si je regarde ce qu'il est en ce moment, ben, c'est pas un de mes préférés, mais ce qu'il peut devenir là absolument, c'est très intéressant. C'est lui qui avait un chandail genre écrit First Overall ou quelque chose de même?
Non, mais c'est parce que c'est son numéro. Oui, OK. j'ai vu l'article de Balco passer, puis ça m'a rendu un peu mal à l'aise parce que je voyais ça, puis je suis comme, non, il disait pas qu'il allait être numéro un, c'est son numéro au basket. Tu sais, en tout cas, moi, j'avais trouvé ça particulier. Mais ouais, le Melo sort troisième. Deuxième, c'est les seuls frères de l'histoire à sortir dans le top 3, Lonzo et LaMelo. C'est très impressionnant. Et puis là, ben, tu as Liangelo, le troisième frère, qui a signé un contrat avec les Pistons de Détroit. C'est assez particulier aussi. Mais bref, le repêchage en général, c'était très bien. James Wiseman avec les Warriors, ça fit. Ça va être un partenaire de pick and roll à Steph Curry. Anthony Edwards, c'est bon. Patrick Williams au quatrième rang, c'était une petite surprise. C'est un gars qui était sixth man dans la NCAA, donc il jouait sur le banc. Mais c'est vraiment un beau projet. Puis si je peux terminer, mais disons, nommer un dernier nom, je vais te nommer mon favori pour Rookie of the Year, qui n'est pas dans ceux que j'ai dit. Obi Toppin, repêché au 8e rang par les Knicks de New York. C'était un senior dans la NCAA. C'était le meilleur joueur collégial aux États-Unis. Il est prêt pour la NBA, puis j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui pourrait aller chercher le titre de recrue de l'année cette année, même si ce n'est pas lui qui va être le meilleur dans quelques années quand tout va être coulé dans le béton. All right. Passons maintenant à la saison noire parce qu'il y a eu plusieurs mouvements, beaucoup d'échanges là, qui se sont faits dans la NBA après le repêchage jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais bien t'entendre sur un des échanges les plus importants. Russell Westbrook a été échangé aux Wizards de Washington. En retour, Houston qui met la main sur John Wall et un choix de première ronde. Qu'est-ce que tu penses de cet échange-là, là, sachant que John Wall n'a pas joué depuis 2 ans? Ouais, c'est particulier comme transaction, puis il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à vouloir bâcher Russell Westbrook. Je suis pas vraiment dans ce train-là. C'est pas mon joueur préféré, puis même que je me surprends depuis 2 semaines à le défendre. Mais Russell Westbrook, en 2020, il était complètement fantastique. Avant de se blesser, il avait décidé d'arrêter un peu de tirer des 3 points comme il faisait avant. Il en tirait beaucoup trop. Et puis là, il a arrêté de le faire. Il était beaucoup plus efficace. Il averageait comme 27 points par match. Pour les Wizards, c'est très bon. Puis le parallèle que je fais, c'est regarde le Thunder de 2016-2017 qui avait Russell Westbrook, un Victor Oladipo de 24 ans, Andre Robertson, Steven Adams et Enes Kanter. Cette équipe-là a gagné 47 matchs, alors que 5 équipes de l'Ouest avaient gagné 50 matchs. Donc, c'était très difficile, cette conférence de l'Ouest-là. Ils ont gagné 47 matchs. Donc là, tu regardes ça, puis tu me dis que Westbrook, en 2020, avec Bradley Beal, qui vient de marquer 30 points par match en 2019-2020, un gars comme Davis Bertans, qui est excellent en catch and shoot, ça va aider Russell Westbrook. Avec un Hachimura qui est excellent, c'est une jeune recrue. Avdia, qui a été repêché là, Thomas Bryant, tu es en train de me dire que cette équipe-là ne va pas faire les séries. Écoute, j'en doute. Moi, je pense que c'est un club de série. Puis si ce n'est pas un club de série, ils vont passer très, très, très proche de le faire. Donc, pour les Wizards, c'est bon. Puis pour les Rockets, les Rockets, c'est la pagaille. Il n'y a plus rien qui marche. On s'entend. On m'a demandé à un autre podcast est-ce que l'arrivée de John Wall à Houston fait en sorte que James Harden va rester avec les Rockets? Moi, je vais dire physiquement, oui. Mentalement, non. James Harden a raté le premier jour d'entraînement des Rockets. Et puis, pourquoi? Parce qu'il était dans un strip club de Las Vegas. Puis il partiait avec Lil Baby, le rapper, à Atlanta. Il n'a plus la tête à Houston, James Harden. Donc, peu importe ce que tu vas me dire, moi, j'y crois plus. Good. Ouais, Jérémy, on va skipper cette question-là parce qu'il reste 10 minutes. Fait que vas-y, enchaîne. Parfait. On va parler maintenant des Raptors, vu que c'est l'équipe du Canada. Ouais. Donc, ils sont dans une situation, je ne sais pas comment dire ça, un peu compliquée. Ils ont perdu Serge Ibaka et Marc Gasol, qui étaient un peu les deux, sans dire les meilleurs, parce que Chris Boucher était pas mal avec eux, mais ils étaient les deux big men des Raptors quand on pensait aux big men. Mais une autre situation difficile, ils vont aussi jouer à Tampa Bay cette saison, tout de même en restant les Raptors de Toronto. Comment penses-tu avec tout ça qu'ils vont performer cette saison dans la NBA? Je pense que c'est moins pire que ce que le monde pense. Marc Gasol avait plus l'impact qu'il avait, donc sa perte disons, perdre Marc Gasol et le remplacer par Chris Boucher ou Aaron Baines,
à mon avis, c'est pas tant un gros drop-off. C'est pas une catastrophe, loin de là. Là où ça fait mal, c'est de perdre Serge Ibaka. Puis c'est vraiment ce qui va avoir un impact sur cette équipe-là. Ibaka tirait à plus de 35% du terrain en tant que joueur de centre, était bon défensivement. Il y avait un gros impact. Puis je te dirais que souvent, en séries éliminatoires, c'était le deuxième joueur le plus clutch des Raptors. Ses tirs de 3 points, ça faisait souvent beaucoup de bien. Donc, cet aspect-là va faire mal, mais j'ai pour mon dire que Chris Boucher peut amener cet aspect-là à la table. Reste à voir à quel point il va être capable de maintenir le niveau de jeu qu'il faisait en 12 minutes en 22. Mais ce qu'il faut comprendre aussi avec Chris Boucher, c'est que quand tu regardes ses stats sur Basketball Reference, tu vas aller voir puis ça va dire 12 minutes de moyenne par match. Mais ce n'est pas 12 minutes de moyenne par match parce que soit il joue une vingtaine parce que quelqu'un est blessé, soit il joue 3. Et quand il joue 20, ce qu'il va faire cette année, il performe, il rentre les tirs de 3 points de façon assez clutch, il est capable d'aller chercher les gros moments, il amène du momentum, les gros blocs, les gros tirs de 3 points. C'est un gars qui amène ça à la table. Donc moi, je ne suis pas tant inquiet. Aaron Baines et Chris Boucher vont quand même réussir à combler les trous de Marc Gasol et Serge Ibaka. Et j'ai pour mon dire de toute façon que le poste de centre est un petit peu rendu surestimé dans la NBA. Tu n'as pas nécessairement besoin de ça pour gagner un championnat. Donc, je pense que c'est pas si pire que ça. Puis ici, il y a de quoi? Tu as Alex Len qui a signé comme 3e centre de l'équipe, qui est quand même un très bon joueur. Moi, je pense pas que c'est catastrophique. Puis les Raptors, quand tu vas regarder les projections de classement, ils vont être 6e, 7e. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'ils vont encore surprendre tout le monde, comme à chaque année. Bon. Parfait. Ensuite, pour terminer la partie NBA, le podcast sort jeudi, donc la saison va commencer dans 12 jours à partir du jeudi. Quelle équipe tu vois dominer cette saison 2020-2021 de l'NBA? Si possible, es-tu capable de nous donner une prédiction du prochain gagnant du trophée Larry O'Brien, remis au champion des séries? Ah, je l'ai derrière moi. Les Lakers, on le voit pas. On le voit pas. Les Lakers de Los Angeles, comme Kobe dans le temps. Ils l'ont fait cette année, en 2020. Et pour moi, je veux dire, tout peut arriver dans NBA, sincèrement. C'est wide open cette année. Mais là, tu as les Lakers qui ont Anthony Davis et LeBron James qui, à mon avis, ça va être 2 des 3 meilleurs joueurs de la NBA. Ils n'étaient pas nécessairement bien entourés en 2020, il faut le dire. Et là, tu ajoutes Dennis Schroeder, tu ajoutes Montrezl Harrell, tu ajoutes Marc Gasol, tu ajoutes tous ces gars-là, tu as vraiment bâti une meilleure équipe autour d'eux. Donc, si on fait qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2021 avec une meilleure équipe? Ça, c'est l'argument. Maintenant, Kevin Durant is back. Kevin Durant est de retour avec les Nets de Brooklyn et ça, c'est dangereux. Je pense que tout le monde, les gens ont la mémoire courte. Tout le monde a oublié à quel point Kevin Durant est dominant comme joueur de basket. On se rappelle juste en finale contre les Raptors, il a joué quoi? 6 minutes? Il a été dominant. Il est en train de tuer les Raptors, littéralement. C'était même pas beau. Donc, tu vas le mettre avec Brooklyn, pardon. Je pense qu'il peut vraiment faire du dommage. Moi, je ne crois pas nécessairement aux Bucks de Milwaukee avec Giannis. Je pense qu'ils ont besoin d'un point guard naturel. Cependant, ils sont allés chercher Jrue Holiday. Donc là, à ce moment-là, ça infuse beaucoup de confiance. Puis sinon, les Clippers de Los Angeles sont encore bons. J'ai peut-être un petit peu de misère à croire la chimie de cette équipe-là, mais c'est l'une des autres équipes qui va faire jaser. Mais en tant que tel, quand tu regardes autant les Nuggets, les Mavericks, les Celtics, le Heat, les Raptors, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent gagner en 2021. Mais si tu me demandes mon choix en date d'aujourd'hui, j'y vais définitivement avec les Lakers. Ah, c'est bon. Jérémy, as-tu quelque chose à ajouter? Non, tout est beau comme ça. Parfait. Bon, Kevin Vallée, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation là, dans tous tes projets. Merci. Puis vous autres aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Good. Jérémy, merci à toi aussi d'être venu pour le podcast de cette semaine. Ça faisait longtemps, mais c'était bien le fun. Oui, pas de problème. Merci à toi. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute cette semaine. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. Je dis ça, je dirais, mais je vous prépare une petite surprise pour le temps des fêtes. Donc, suivez Boisvert Radio. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.